Bonjour et bienvenue au cours des mathématiques pour économistes, mathématiques générales 1. Nous allons étudier aujourd'hui les espaces métriques. Et dans ce chapitre, nous allons d'abord définir les espaces métriques, voir quelques inégalités, étudier la notion d'ensemble borné et non borné, boule fermée et non fermée, étudier les concepts de points intérieurs à un ensemble et ainsi de suite. D'abord la définition. Un espace métrique qu'on va noter M, c'est en fait un ensemble d'éléments YZ et autres éléments appelés points. Donc les éléments d'un espace métrique sont appelés des points ou des vecteurs si vous voulez bien. Et cet ensemble est équipé d'une règle d'association qu'on appelle la distance. Et cette règle d'association appelée la distance satisfait trois conditions, à savoir que la distance qui est notée par ρ de xy, qui veut dire la distance entre x et y, cette distance-là est positive. Et si la distance mesurée est égale à 0, c'est-à-dire nous sommes à un seul sur place en fait, c'est la distance entre x et y. Si la distance entre x et y est égale à 0, cela veut dire que x est égal à y. Ensuite, la distance entre deux points est symétrique, c'est-à-dire la distance de x à y est égale à la distance de y à x. Et ça, c'est la propriété de la symétrie. Ensuite, nous avons la troisième propriété, c'est l'inégalité triangulaire, qui dit tout simplement que si vous avez trois points, x, y et z, la distance entre x et z peut être décomposée en deux parties. C'est-à-dire, la distance, c'est inférieur ou égal à la distance entre x et y, plus la distance entre y et x, plutôt x, y et z. Donc, je vais prendre la distance entre x et y, plus la distance entre y et z. Et on peut généraliser cette inégalité à plusieurs points, à n points, donc, de la façon suivante. Donc, la distance entre x1 et xn est inférieure ou égale à la distance entre x1 et x2, plus la distance entre x3 et x2 et x3, plus la distance entre x3 et x4, et ainsi de suite, jusqu'à avoir la distance à ajouter la dernière composante, qui est la distance entre xn-1 et xn. Et nous pouvons démontrer cette inégalité de la manière suivante. Donc, la distance entre x1 et xn, on décompose d'abord en deux sommes, c'est-à-dire la distance allant de x1 à x2, plus la distance restante entre x2 et xn. Et là-dedans, on peut encore soutirer la distance entre x2 et x3 pour additionner, et ainsi de suite. Ça nous donne l'inégalité que nous avons là. Donc, l'idée, c'est de savoir que, par exemple, si vous voulez mesurer la distance entre vous, votre maison et votre 10e voisin, okay, cette distance est égale à la distance entre votre maison et la maison de votre voisin le plus proche. Okay, c'est la première partie. Plus la distance entre votre voisin proche et son voisin, donc les voisins de votre voisin, plus la distance entre le voisin de votre voisin et son voisin, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça nous fait la notion de distance généralisée, l'inégalité généralisée à n points. Alors, la deuxième inégalité qu'on va voir, c'est l'inégalité quadrilatérale, qui dit que si vous avez 4 points dans l'ensemble M, vous pouvez calculer, décomposer, vous pouvez trouver l'inégalité suivante. La différence entre la distance, la distance entre x et y moins la distance entre z et v est inférieure ou égale à la distance entre x et z plus la distance entre x, la distance entre y et v. Alors, dans la preuve de cette distance, de cette inégalité, on va d'abord démontrer ceci, que par l'inégalité, ici, nous avons la distance entre x et y peut être écrite comme la somme de trois termes. Donc, la distance entre x et y est inférieure ou égale à la distance entre x et z, plus la distance entre z et v, plus la distance entre
V et Y. Donc, c'est ce que vous avez ici. Si vous regardez la distance entre X et Y, elle est bien inférieure ou égale à la distance entre X et Z, plus la distance entre Z et V, ok, plus la distance entre V et Y. Et on peut aussi écrire la distance entre Z et V de cette façon-ci, c'est la distance entre inférieure ou égale à la distance entre Z et X, plus la distance entre X et Y, plus la distance entre Y et V. Alors, les deux inégalités que nous avons écrites peuvent être mises ensemble ou réécrites de la manière suivante. À partir de la première inégalité, rappelez-vous, je vous ai toujours dit que si vous voulez savoir ce que vous trouvez, si vous voulez comprendre ce que vous avez trouvé, il faut savoir ce que vous êtes en train de trouver, de chercher. Alors, dans ce cas-là, à partir de ce que nous avons ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'inégalité, la distance entre Z et V, on la fait passer à gauche, et nous avons la distance entre X et Y moins la distance entre Z et V à droite, à gauche, et les deux autres termes restent à droite. Et pour la deuxième inégalité, nous faisons passer l'expression ou les termes, la distance entre X et Y à droite, et nous avons ces deux termes, ces deux inégalités réécrites de cette façon-là. En fait, pourquoi est-ce que nous avons fait tout ça? Alors, maintenant, nous pouvons calculer la distance. Si vous regardez très bien, la distance entre X et Y, moins la distance entre Z et V, et la distance entre euh, Z et V, moins la distance entre X et V. En fait, c'est la même quantité. Alors, parce que l'une peut donner un signe négatif et un autre un signe négatif, nous prenons cela en valeur absolue. Donc, en valeur absolue. Et vous remarquerez également que ce qui est à droite de l'inégalité, c'est exactement aussi la même chose. Pourquoi? Parce que la distance entre X et Z est égale à la distance entre Z et X selon le deuxième axiome de la définition de l'espace métrique, donc par la symétrie. Et aussi la distance entre V et Y est la même que la distance entre Y et V. Donc par conséquent, nous écrivons ce qui est à gauche en valeur absolue pour tenir compte de la possibilité des signes négatifs, pour dire que c'est la même chose, mais c'est la même mesure, mais qui peut avoir l'une a un signe positif et l'autre a un signe négatif. Et à gauche, à droite, nous avons exactement la même chose. Donc voilà, c'est un peu ce que je vous ai mis ici. Vous pouvez voir, ça c'est la distance entre X et Z. Si vous prenez la distance entre X et Z, la distance entre Z et V ici est inférieure ou égale à la somme des distances qui sont notées en noir ici. Alors ainsi, nous pouvons démontrer l'inégalité quadrilatérale de cette façon-là. Et si V est égal à V est égal à Y, cela veut dire que la distance entre les deux sera égale à 0. Nous allons obtenir la dernière expression ici. Alors, parlons maintenant des espaces métriques bornés et non bornés. Alors, pour mieux définir cela, nous allons définir d'abord la notion d'ensemble borné et non borné. Alors, on dira qu'un ensemble E dans l'espace métrique est borné si, étant donné deux points fixes dans l'ensemble M, okay, il existe où il y a deux points variables, X et Y, qui appartiennent à E, tels que nous avons les trois conditions qui suivent. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les éléments A et B appartiennent à M, donc à l'espace métrique, et les éléments X et Y, qu'on dit variables, eux appartiennent à l'ensemble E, qui est un sous-ensemble de l'espace métrique M. Alors, on dira que E est borné si il existe des points A et B dans M et X et Y dans E, tels que la distance entre A et X et la distance entre B et X sont bornées par une constante K. Donc, la distance entre A et X, ok, et la distance entre B et X sont bornées par une constante K, c'est-à-dire ils ne vont pas au-delà d'une quantité K déterminée. Deuxième condition, la distance entre B et X
est inférieur ou égal à la distance entre B et A et inférieur à la distance entre A et X. Vous voyez, donc cette distance en rouge entre A, B et, disons, X, la distance entre B et X est inférieure ou égale à la distance qui est notée en bleu là. Et la troisième propriété, la troisième condition, c'est que la distance entre A et X est inférieure à la distance entre A et X plus la distance entre A et Y. Donc, dans ce cas-là, on dira que l'ensemble E, qui est un sous-ensemble de l'espace métrique M, est borné. Alors, par contre, on dira qu'un ensemble n'est pas borné si ces trois conditions ne sont pas satisfaites. C'est-à-dire, il existe en fait pour une constante C, hein, un nombre C positif en fait, il existe des paires, une paire de points X, Y qui appartiennent à E, telle que la distance entre les deux points de E est supérieure à C. Donc, supérieur à C, à ce moment-là, on dirait que cet ensemble-là n'est pas borné. Ainsi alors, pour une constante C positive quelconque, et pour tout point A appartenant à l'ensemble métrique, on peut toujours trouver un élément X de E tel que la distance entre cet élément de E et le point A appartenant à C est supérieur à E. Alors, si cela n'était pas le cas, c'est-à-dire si c'était inférieur ou égal à C, alors dans ces cas-là, l'ensemble E serait un ensemble borné. Alors là, on a compris la notion d'un ensemble borné. Or, nous voulons nous intéresser à un espace métrique borné. Or, un espace métrique, c'est un ensemble. Donc, les définitions que nous avons énoncées pour un ensemble borné s'appliquent bien à un espace métrique borné. Alors, une autre notion très importante dans l'espace métrique, c'est la notion des boules fermées et des boules ouvertes. Okay? Et une boule, ici, a un rayon, et ce rayon est indiqué par R. Et on définit, il y a d'abord les centres, les rayons de la boule et le centre de la boule. Les rayons, c'est R et le centre est noté X indice 0. Donc, une boule ouverte des rayons R dans M qui est centrée sur un élément X0, c'est en fait un ensemble de points X qui appartiennent à M, tel que la distance entre les centres de la boule et tous ces points-là X est inférieur à R, donc inférieur au rayon de la boule. Donc vous avez un point, un centre qui est égal à X indice 0, et tous les points qui sont dans une distance inférieure au rayon font partie d'un ensemble qu'on appelle la boule ouverte. Alors, X0, c'est le centre de la boule, R, c'est les rayons. Alors, il y a deux autres concepts qu'il faut retenir dans cette définition, c'est que on peut parler de la boule fermée si même les éléments qui sont à la distance égale au rayon font partie de cet ensemble-là. Là, on va écrire c'est l'ensemble de tous les X appartenant à M, tel que la distance entre ces X-là et X0 qui est le centre est inférieure ou égale à R au rayon. Et on peut également définir une sphère comme étant simplement les éléments qui sont à distance égale au rayon. Là, on ne considère pas les rayons, les éléments qui sont au milieu. Donc, c'est l'ensemble des X, une sphère, c'est l'ensemble des éléments X appartenant à M, tel que la distance entre ces éléments-là et X0 est égale au rayon. Alors, on peut illustrer, en fait, la notion de boule dans l'ensemble R. Si nous avons un ensemble X appartenant à l'ensemble des réels, des nombres réels, alors cet ensemble-là sera un espace métrique, bien sûr, s'il est équipé de la distance. Et dans l'ensemble des nombres réels, la distance correspond à la valeur absolue de la différence entre deux nombres. Alors, on parlera d'un ensemble ouvert s'il s'agit d'un intervalle ouvert dans ces cas-là. Par exemple, ici, nous sommes sur R, nous avons un intervalle ouvert, l'ensemble de tous les éléments de X qui sont à une distance égale entre X et ces éléments-là
bien sûr, il y a les rayons qui est considéré là. Alors, mais A et B ne font pas partie de l'ensemble. Mais un ensemble fermé, dans R, c'est en fait un intervalle fermé, comme illustré ici. Et les bornes appartiennent à l'ensemble. Dans R2 et dans l'espace à 2 dimensions et l'espace à 3 dimensions, nous pouvons également calculer la distance entre les points ou les éléments de ces espaces-là. Alors ici, il suffit tout simplement d'appliquer la formule suivante pour deux points x et y avec les éléments x1 et x2, pour x et y1 et y2. Ici, il y a un petit typo ici. Alors, la distance entre les points x et y, c'est quoi? C'est la racine carrée de différence des éléments correspondants des deux vecteurs élevés au carré. Donc, la somme, ici, vous avez la racine carrée de x1 moins x1 moins y1 au carré, plus x2 moins y2 au carré. La somme de ces différences élevées au carré, la racine carrée de cette somme-là constitue la mesure de la différence de la distance entre les deux points. Il en est de même dans l'espace à 3 dimensions. Donc, on applique exactement la même formule en faisant ici c'est y2. J'ai vérifié ça. Alors, ici, nous avons une illustration de la boule fermée et la boule ouverte dans l'espace à 2 dimensions. Ici, vous avez une boule fermée qui contient tous les éléments qui sont à une distance R entre les centres, ici les centres CA, les centres de la boule, et les rayons et la circonférence dans ces cas. Donc, tous les éléments, y compris la circonférence, donc les éléments qui sont à distance qui est égale au rayon, ça fait partie de la boule fermée. Mais pour la boule ouverte, les éléments qui sont à distance égale à R ne font pas partie de l'ensemble. C'est une illustration dans l'espace à 2 dimensions. Un autre point très important, c'est les voisinages. Voisinage et point intérieur. Ce sont des concepts qui marchent ensemble avec les espaces métriques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par voisinage d'un point? Vous avez l'ensemble E et un point X appartenant à cet ensemble-là. Donc, les voisinages de E, c'est toute boule ouverte, je vous le dis, les voisinages de l'élément X appartenant à E, c'est toute boule ouverte dont les centres est X. Par exemple ici, regardez là. Cette boule, nous avons l'élément X. Cet élément X, il y a une boule ouverte autour de X. Tous les éléments qui appartiennent à cette boule ouverte, centrée sur X, font partie du voisinage du point X dans l'ensemble E. Et nous définissons également un point intérieur. Un point X est intérieur à l'ensemble E, ou à l'ensemble ici, à l'ensemble E appartenant à l'espace métrique si il y a deux conditions. Premièrement, X et plutôt E contient l'élément X et contient aussi un certain voisinage de X. Un certain voisinage, pourquoi on dit un certain voisinage, c'est tout dépend du rayon. Alors, en d'autres termes, X, c'est un point intérieur si en fait il existe un petit nombre arbitrairement positif tel que l'intervalle ouvert. Okay? L'intervalle ouvert contenant X et à distance epsilon est aussi inclus dans l'ensemble E. Alors, regardons à gauche ici, nous avons deux points X et Y. Lesquels des deux points satisfait aux conditions, à la définition d'un point intérieur? Je pense que quand vous regardez bien, vous avez la réponse. C'est le point X qui répond aux conditions d'un point intérieur, d'un point intérieur à E. Pourquoi? Parce que E contient X et un voisinage de X. Mais par contre, Y n'est pas un point intérieur. Pourquoi? Parce que tous les voisinages
de Y ne fait pas partie de l'ensemble E. Voilà la notion de voisinage. Alors, toutes ces notions que nous sommes en train de voir nous permettent de définir d'autres concepts. Ici, on va parler des ensembles ouverts et des ensembles fermés. Alors, retenez toujours en tête, nous définissons les ensembles par rapport à l'espace métrique. Ce sont des sous-ensembles de l'espace métrique. Et un ensemble A dans l'espace métrique M est dit ouvert si tout point x0, ok, tout point x0 appartenant à A est un point intérieur à A. Donc, il faut que tous les points de A soient des points intérieurs à A. Et à ce moment-là, on dira que A est un ensemble ouvert. Donc, en d'autres termes, si l'ensemble A est ouvert, si pour tout élément A, tout élément x0 appartenant à A, alors la boule ouverte ici, B de 0 et x0R, la boule ouverte autour, la boule ouverte des rayons R, centrée sur x indice 0, est un élément de l'ensemble A. Alors, voilà un ensemble ouvert. Nous allons définir l'ensemble fermé, les ensembles fermés dans un peu plus en profondeur dans la suite. Mais vous comprendrez bien qu'un ensemble fermé, ici, sera défini en fonction d'une boule fermée. Alors, mais il y a encore des notions que nous allons bien ajouter à cela. Donc, quelles sont les propriétés des ensembles ouverts? Il faut retenir que si vous avez une collection d'ensembles appartenant à l'espace à n dimensions, alors dans ce cas-là, l'union de tous ces ensembles ouverts, donc nous avons une collection d'ensembles ouverts, donc l'union de la collection d'ensembles ouverts est aussi ouverte. Ok? Donc, si concerne aussi bien les ensembles finis ou une collection finie ou une collection infinie des ensembles. Et puis, il faut retenir quelque chose de très important. C'est que l'ensemble vide et l'ensemble universel sont tous deux plutôt des ensembles ouverts. Et l'intervalle ouvert, ok, l'intervalle ouvert, A et B, borné ou non borné, est aussi un ensemble ouvert sur la ligne des nombres réels. Alors, nous passons maintenant à une autre notion, c'est la notion de suite numérique. Alors, on définit d'abord une suite numérique, une suite des nombres réels, comme une application de f, ok, une application f de n vers r. Une application de f vers r, que l'on note de cette façon ici, ok. Et on peut utiliser la notation suivante pour désigner une suite de nombres. C'est une structure composée de xn et n appartenant à l'ensemble n, de nombres positifs. Alors ici, nous avons des nombres naturels plutôt. Nous avons un n qui appartient à l'ensemble des nombres réels, qui constitue en fait l'indice des différentes variables. Donc c'est une structure, on peut noter comme ça, et xn, c'est l'image de l'entier n par l'application f. Et regardez cette petite illustration que j'ai pour vous ici. Nous avons les éléments de l'ensemble n, donc les entiers naturels, tels que vous les comptez en ordre naturel, 1, 2, 3, 4. Et à chaque comptage, en fait, si je peux dire ainsi, à chaque comptage correspond un nombre. Et ces nombres, ça vont de xn, x1, x2, x3 et ainsi de suite. Et c'est ce que nous indiquons par, de manière générique, par x indice n. Donc ça, vous avez les éléments de l'ensemble n, et là, vous avez leur image dans l'ensemble R. Et nous avons ici à gauche quelques exemples de suites numériques. xn, x indice n, c'est une suite de nombres où c'est une suite telle que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Et à chaque nombre, à chaque comptage correspond les mêmes nombres en fait. L'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 2, et ainsi de suite. Vous avez aussi une série qui est une suite plutôt, 1 sur n3, 1 au cube. C'est aussi une suite. Alors, il faut retenir ceci, que la définition des suites peut être basée soit sur
des relations ou une relation générique ou une relation de récurrence. On définit une suite de nombres à partir d'une relation générique si chaque suite est définie à partir de n de façon directe. Mais au contraire, comme la première et la deuxième suite, pratiquement de la première à la quatrième, ce sont des suites génériques qui sont basées sur des relations génériques. Mais il y a également les suites dont la définition est basée sur des relations récurrentes, c'est-à-dire l'élément P plus 1 est défini à partir de l'élément d'ordre P. Donc, l'élément d'ordre P plus 1 est défini à partir de l'élément P. C'est comme la suite numéro 5 et numéro 6. Xn est défini x indice n est défini en fonction de xn-1. Donc, sur base de l'élément précédent. Ce sont des suites récurrentes. Maintenant, lorsqu'on parle de suites, il faut distinguer certaines catégories. Les suites qu'on appelle les suites finies et les suites infinies. Il y a aussi des suites qu'on appelle les suites alternées et les suites monotones. Alors, une suite finie, c'est une suite qui a un nombre bien déterminé de termes. Par exemple, vous avez une suite 2, 4, 8, 12 et 4 éléments. C'est une suite finie. Par contre, une suite infinie, c'est une suite de nombres qui a un nombre indéterminé, un nombre infini de points. Par exemple, nous avons la suite de tous les nombres impairs, en commençant par 3. Tous les multiples de 3. 3, 6, 9, 12, 15, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Nous définissons également une suite alternée. Ici, c'est en fonction du signe de chaque élément. Alors, si vous avez une suite telle que les termes alternent entre les signes négatifs et positifs, on va appeler cette suite, on va dire qu'il s'agit là d'une suite alternée. Par exemple, la suite définie de la manière suivante, moins 1 exposant n plus 1. C'est une suite alternée. Ou la deuxième suite, vous avez un élément positif suivi d'un élément négatif, suivi d'un élément positif, et ainsi de suite, en alternance. Et nous définissons une suite monotone comme une suite qui est croissante ou décroissante. Voilà ce qu'on entend par une suite monotone. Une suite est croissante si l'élément ou les termes d'ordre n plus 1 est supérieur à l'élément d'ordre n. Donc, quand vous passez d'un élément à un autre, ça va dans le sens croissant. Et une suite est décroissante si l'élément d'ordre n plus 1 est inférieur à l'élément d'ordre n. Et remarquez et retenez bien qu'une suite monotone peut aussi bien être finie ou infinie. Alors, en économie, en gestion et en finance, on utilise plus deux types de suites de nombres. Il s'agit des suites arithmétiques et des suites géométriques. On va essayer de voir cela. Alors, une suite arithmétique des raisons D. D, c'est en fait les pas qui séparent deux termes dans une suite est appelée la raison de la suite. Donc, une suite numérique arithmétique des raisons D, c'est tout de suite x indice n défini dont le terme général est défini de la manière suivante. X n est égal à x n-1 plus d. Donc, l'élément à la position n est égal à l'élément précédent plus la raison. OK? Et là, nous avons les premiers termes de la raison, c'est x indice n, qui est un nombre réel. Alors, un exemple, la suite suivante, c'est une suite arithmétique. X, vous avez à faire 2, 7, 9, 11. C'est une suite infinie. Quelle est la raison de cette suite? Pour trouver la raison de la suite, il faut tout simplement prendre l'élément à l'ordre n moins l'élément d'ordre n-1. Par exemple, ici, si nous voulons savoir
quelle est la raison? Nous prendrons 7 moins 5, ça me donne 2. 9 moins 7, ça donne 2. 11 moins 9, ça donne 2. Donc la raison est égale à 2. La raison est la même pour tous les éléments, la distance entre différents éléments. Alors, dans une suite arithmétique, il faut bien retenir, comme je l'ai déjà dit, la différence entre deux termes successifs est constante. Elle est non nulle et elle est égale à la raison de la suite. On peut écrire une suite arithmétique de la manière suivante. Le premier élément, c'est un nombre réel, U1, et le deuxième élément est trouvé en additionnant, en ajoutant au premier élément la raison. Donc, U2 est égal à U1 plus D qui est la raison. Et le troisième élément est obtenu en ajoutant au deuxième élément, en ajoutant la raison au deuxième élément. Et on peut aussi l'exprimer en termes du tout premier élément. Donc, tous les éléments de la suite arithmétique peuvent être déterminés sous forme en raison ou en termes du premier terme. Voilà. De telle sorte que nous puissions obtenir en fait le terme général en termes de UN, du premier terme. Alors, le terme d'ordre N est défini sous forme ou bien en termes du premier terme de la manière suivante, c'est le premier terme plus N-1 multiplié par la raison. Ok? C'est comme cette façon que vous le faites. Alors, calcule. Et cela nous permet de calculer n'importe quel terme de cette suite-là. Même si la suite a 1 million de termes, vous pouvez calculer les 1 millionième terme sans vous poser trop de difficultés. Alors, en utilisant cette formule pour calculer les énièmes termes à partir du premier terme, nous avons par exemple cette suite qui commence par 22, 22, 24, 30. Vous comprenez que la raison de cette suite est égale à 4. Donc, pour trouver les 120e termes de cette suite, il suffit tout simplement de prendre le premier terme qui est égal à 22, plus n-1. Donc, 120 moins 1, c'est 119, multiplié par la raison, et vous avez 498. Donc, c'est très simple de trouver n'importe quel terme étant donné, disons, si vous avez comme information le premier terme et la raison de la suite. Et nous nous intéressons également à la somme de tous les éléments d'une suite. Ici, on va considérer la somme des éléments d'une suite finie. Donc, il y a un nombre déterminé de termes. Alors, si nous avons une telle suite qui a n termes, alors dans ce cas-là, la somme de ces termes peut être écrite de la manière suivante. C'est tout à fait simple. Il suffit tout simplement d'additionner les différents termes de la suite et vous avez la somme. Mais rappelez-vous très bien, on a déjà vu avec vous que l'addition est symétrique et ainsi de suite, et commutative plutôt. Alors, ici, nous pouvons écrire la même somme en commençant par le dernier terme. Donc, la somme qui dit U1 plus U2 jusqu'à plus N, UN, est la même que la somme où on commence à additionner UN plus UN moins 1 jusqu'à UN. Donc, c'est la même chose, ça ne change pas. Alors, par conséquent, cela nous donne une possibilité de trouver une jolie formule de la somme des termes d'une série, d'une suite arithmétique. Donc, la somme de la suite arithmétique peut être écrite de deux façons alternatives. Cette première façon, en commençant en ajoutant les autres termes au premier terme ou en ajoutant tous les autres termes au dernier terme. Alors, si nous additionnons les deux, okay, c'est là où vous devez me comprendre, nous additionnons les deux termes, on additionne en fait les termes correspondants de chacun, vous additionnez le premier terme et le dernier terme, deuxième terme et l'avant-dernier terme. Si vous additionnez tout cela, vous allez trouver que vous aurez dans tous les cas U1 plus UN. C'est ce que vous allez obtenir. Vous prenez ces deux termes, vous les additionnez, ça vous donne U1 plus UN.
vous prenez celui-là, ça va vous donner I1 plus IN. Et par conséquent, nous pouvons écrire à partir de ces deux façons alternatives d'écrire la somme de la série. 2S, nous additionnons CS là plus SN plus SN. 2SN est égal en fait à N fois U1 plus UN. Pourquoi N? Parce que la somme de tous les termes correspondants donne U1 plus N. Comme on a au total N termes, donc on va avoir N multiplié par U1 plus UN. Et cela nous fait qu'on peut tirer la valeur de Sn en divisant N multiplié par U1 plus UN par 2. C'est la somme d'une série, d'une suite arithmétique. En fait, pour trouver la somme d'une série arithmétique, vous avez besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est le nombre de termes qui est égal à n. Le deuxième élément, c'est le premier terme de la suite. Et le troisième élément, c'est le dernier terme de la suite. Dès que vous avez ces deux éléments, ces trois éléments, vous pouvez alors calculer en fait la somme de la série. Alors, vous avez un exemple ici. Disons, exercice pour vous. Trouvez le 511e terme d'une suite arithmétique des raisons 6, ok, dont le premier terme est égal à 11. Okay? Et aussi, calculer la somme des 21 298 premiers termes de cette suite-là. Ok? Alors ici, je vais vous donner une petite astuce. C'est tout simplement, non, vous avez la formule pour ça, pour trouver, vous n'avez pas besoin d'astuce. Alors, on voit ici, de toutes les façons, ok, c'est bon, vous n'avez pas besoin que je vous donne d'astuces supplémentaires. Vous allez un peu réfléchir pour bien, par rapport aux 3 conditions, pour voir comment résoudre ces 2 questions. Vous pouvez m'envoyer vos réponses au niveau du commentaire de cette vidéo. Maintenant, définissons ce qu'on entend par une suite géométrique. Ici, il y a également une raison, et la suite géométrique a aussi une raison, et cette raison est notée Q. Et c'est un nombre réel. Alors, c'est une suite dans laquelle les rapports entre deux termes consécutifs est constant et est égal à Q. Et ce Q-là doit être différent de 1. Pourquoi est-ce que Q doit être différent de 1? Répondez-moi dans les commentaires. Pourquoi c'est dans cette définition, on veut que Q soit différent de 1. Donc, pour revenir à la définition, c'est une suite dans laquelle deux termes consécutifs, les rapports entre deux termes consécutifs est constant et égal à Q, qui est la raison de la suite. Alors, il y a quatre cas possibles à considérer lorsque nous sommes en présence d'une suite géométrique. C'est que si la raison est positive, si Q est supérieur à 0, alors tous les termes de la suite auront les mêmes signes que le premier terme, U1. Et si Q est inférieur à 0, c'est négatif, dans ces cas-là, la suite sera alternée. Et si en valeur absolue, la raison est inférieure à 1, égale à 1, alors la suite sera bornée. Et si en valeur absolue, la raison est supérieure à 1, la suite sera non bornée. Alors, on dit qu'une suite est bornée lorsqu'il existe deux nombres. Le premier c'est kappa et le deuxième c'est L. Il existe deux nombres kappa et L tels que kappa est inférieur au terme UN est inférieur ou égal à L. C'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à 1, les termes de la suite sont compris entre kappa et L. Okay? Et kappa ici est appelé le majorant.
plutôt K peut être appelé le minorant et N est appelé le majorant de la suite. Alors, il faut noter ceci, et ça c'est un rappel, que le plus grand de tous les minorants est appelé la borne inférieure, alors que le plus petit de tous les majorants est appelé la borne inférieure de la série. Alors, la suite géométrique peut être représentée de cette façon. Ces termes peuvent être présentés de la manière suivante. Le premier terme, c'est un nombre réel. Et le deuxième terme est trouvé en multipliant le premier terme par la raison. Vous voyez la différence? Dans une suite arithmétique, il faut ajouter au premier terme la raison pour obtenir le deuxième terme. Mais pour une suite géométrique, il faut multiplier le premier terme par la raison pour trouver le deuxième terme. Et on peut exprimer chaque terme en raison ou en termes du premier terme. Par exemple, ici bien, UD est exprimé en termes du premier terme, U3 est trouvé en multipliant le deuxième terme par la raison. Et on peut remplacer ici U2 par son expression et trouver finalement que le troisième terme est égal au premier terme multiplié par le carré de la raison. Et on peut continuer comme cela jusqu'à obtenir le tout dernier terme et l'exprimer. Le tout dernier terme est égal au terme précédent, donc avant-dernier terme multiplié par Q. Et nous pouvons également exprimer cela en termes du premier terme de la suite comme étant U1 multiplié par Q exposant N-1. C'est pour trouver les termes d'ordre Q. Et comme on l'a fait pour la suite arithmétique, nous pouvons également calculer n'importe quel terme de la suite géométrique étant donné notre connaissance du premier terme. Ainsi, si nous voulons trouver le nème terme dans une suite géométrique, nous appliquerons la formule suivante qui provient en fait de cette énumération qu'on avait eue avant. Donc, le nème terme d'une suite géométrique est calculé de la manière suivante. C'est le premier terme multiplié par Q exposant N-1. Ça vous donne le nème terme d'une suite géométrique. Par exemple, supposons que nous avons une suite dont le premier terme est égal à 2 et la raison est égale à 1 sur 2. Une suite géométrique. Cette suite géométrique-là a les éléments suivants. Les quatre premiers éléments de cette suite, c'est 2, 1, 1 demi, 1 quart. Et supposons qu'il s'agit là d'une suite infinie. Nous pouvons calculer les dixièmes termes de cette suite juste en appliquant la formule que je venais de vous montrer. Le dixième terme sera égal au premier terme multiplié par la raison exposant 9 à la 9e puissance. Donc, nous calculons et nous trouvons cet élément que le dixième terme de cette suite est égal à 0,00390625. Et en fait, la formule générale, je la reprends ici pour vous aider à l'appliquer. Alors, comme petit exercice, calculer, ah oui, là, je vous ai déjà donné les éléments. Nous pouvons calculer le centième et les 300e éléments de cette suite de la manière suivante. Donc, en appliquant tout simplement la formule. Alors, on peut également trouver la somme des éléments d'une suite finie. Et supposons que nous avons effectivement une suite finie. Alors, nous avons la somme, c'est carrément la somme de tous les termes. Alors, nous pouvons ici, l'astuce qu'on va utiliser, c'est de multiplier cette somme par la raison. Et si nous multiplions cette somme par la raison, le premier terme ne sera pas U1, ce sera U2. OK? Donc, ce qui fait que Q multiplié par Sn est égal à U2 plus U3 plus U4, ainsi de suite, jusqu'à UN plus 1. Parce que UN, quand vous les multipliez par la raison, vous passez au terme suivant. Alors, et nous avons donc les deux sommes que nous avons écrites ici, la somme originale avec les éléments de départ et la somme qui est multipliée par la raison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau?
l'astuce qu'on va suivre, c'est d'abord, c'est retrancher la première somme, ok, de la deuxième somme. Et si nous les faisons, voici ce qu'on va trouver. Nous aurons Q moins 1 multiplié par Sn est égal à Q multiplié par Un moins mu 1, que nous pouvons exprimer en termes de U1. C'est très important de les faire en termes de U1 parce que la connaissance de la raison seulement et du nombre de termes ainsi que du premier terme nous permet de trouver la somme. Et nous pouvons écrire la somme de la suite géométrique de cette façon-là. Alors, pour vous aider à mieux comprendre cette formule, considérons ce qui suit. U1, plutôt U2 moins U1, c'est en fait Q U1 moins U1. Là, nous n'avons fait que donner l'expression de U2 en termes de U1. Et la différence entre U3 et U2 est égale à Q multiplié par U2, là c'est U3, moins Q multiplié par U1, là c'est U2. Et on continue comme ça jusqu'au dernier terme. Alors, finalement, quand nous additionnons tous ces termes-là, ok, quand nous additionnons tous ces termes, qu'est-ce qui va se passer? Tous les termes, à l'exception des deux, vont être éliminés de la somme. Et nous allons rester uniquement avec U1 et Q multiplié par UN. On va éliminer tous ces termes-là. Et par conséquent, on va trouver en fait cette expression que je venais de montrer tout à l'heure et qui nous permet à dériver la somme de la suite géométrique. Maintenant, lorsqu'on parle des suites, et ce sont des notions très importantes en économie, lorsqu'on définira, quand vous allez évoluer dans l'apprentissage de l'économie, vous parlerez de l'équilibre et tout ça, là, les concepts de convergence des suites intervient quelque part à un niveau assez avancé. Alors la question, on va parler en fait des suites convergentes, et la question à laquelle nous voulons répondre est la suivante. Quel est le comportement d'une suite lorsque le nombre de termes tend vers l'infini? Alors, pour répondre à cette question, en fait, la réponse à cette question est double, donc est exprimée de deux façons. Si la suite tend vers un nombre fini, lorsque ce nombre de termes tend à l'infini, on va parler d'une suite convergente. Donc, c'est une suite qui tend vers un nombre fini lorsque les termes tendent vers l'infini. Mais si ce n'est pas le cas, on va parler d'une suite divergente. C'est-à-dire que c'est une suite qui ne tend pas vers un nombre fini lorsque le nombre de termes tend vers l'infini. Alors, il faut retenir en fait, et ça c'est la définition de la convergence, que pour une suite convergente, il existe un nombre n de epsilon, c'est-à-dire c'est un nombre qui dépend de epsilon. Il existe un nombre n d'epsilon correspondant à tout petit nombre positif arbitrairement choisi, epsilon supérieur à 0, non positif, tel que l'inégalité ici, xn moins L est inférieur à epsilon. Alors L, c'est en fait la limite de la série. OK? Et cette inégalité est satisfaite pour tout n supérieur à n d'epsilon. Et on va dire que la limite pour la suite, la limite de la suite, lorsque n tend vers l'infini, est égale à L. Donc cette écriture va se lire, la limite de xn, lorsque n tend vers l'infini, est égale à L. Alors, je vais expliciter ça un peu. Vous avez une suite, cette suite-là sera convergente si, à un certain moment, tous les termes se rapprochent d'un nombre fini. Mais ces rapprochements commencent à partir d'un certain nombre, c'est-à-dire à partir d'un certain terme. Et à ce terme-là correspond
un nombre n epsilon. N d'epsilon, c'est en fait un élément de l'ensemble n des nombres naturels. Maintenant, au-delà de ces nombres naturels, tous les termes qui vont suivre vont être dans une proximité epsilon de la limite. Voilà la convergence ou la définition de la limite d'une suite. Alors, remarque, toute suite arithmétique est divergente, c'est-à-dire qu'elle décroît ou qu'elle croît sans limite si la raison est supérieure à 0, la suite va croître sans limite. Et si la raison est inférieure à 0, la suite va décroître sans limite. Mais pour une suite géométrique, on dira qu'elle est convergente si sa raison est inférieure à 1 en valeur absolue. C'est l'exemple de la suite définie de la manière suivante. Xn est égal à 1 demi exposant n, donc 0,5 exposant n. Alors, cette suite, lorsque n tend vers l'infini, a une limite et cette limite est égale à 0. Okay? Et vous pouvez même d'ailleurs tirer cette conclusion à partir de la puissance des nombres. Un nombre inférieur à 1, lorsque n augmente, tend, en fait, l'exposant de le nème exposant de ces termes-là sera égal à 0. Donc, elle converge la suite géométrique, converge lorsque sa raison est inférieure à 1 en valeur absolue, mais elle diverge lorsque sa raison est supérieure à 1 en valeur absolue. Diverger signifie tout simplement que la suite ne tend pas vers un nombre fini, une limite finie. Alors, en ce qui concerne la divergence, bien sûr, la limite, la suite va croître sans limite si la valeur, si x0, donc la valeur que vous utilisez, en principe, ça va être x1, donc le premier terme est supérieur à 0, et elle va décroître sans limite si le premier terme est inférieur à, je réponds, elle va croître sans limite si le premier terme est supérieur à 0 et la raison supérieure à 1, et elle va décroître sans limite si le premier terme est inférieur à 0 et la raison supérieure à 1. Et lorsque la raison est inférieure à 1, alors les termes successifs vont alterner en signe. Par exemple, je vais vous donner un exemple de la manière dont il faut trouver n d'epsilon. Et ça, c'est l'exercice habituel lorsqu'on travaille avec les suites et qu'on veut vérifier la convergence ou calculer la limite. Alors ici, nous avons besoin de trouver un nombre n epsilon tel que la suite ici, n-d divisé par 2n est convergente. Eh bien, il faut savoir vers quelle limite cette série va converger. Il est tout à fait clair de remarquer ici que cette suite ici va converger vers 1,5. C'est la limite. Alors, comment trouver n d'epsilon tel que cette suite tend vers 1,5 ou cette suite a une limite qui est égale à 1,5? Voici comment procéder. On va utiliser la formule, ou bien la condition de la définition de la limite d'une suite. Et quelle est la condition? On a dit, il faut que un moins la limite, que la distance entre un et la limite soit inférieure à epsilon. Alors, nous allons prendre en fait un moins 1,5, c'est la limite. Un, la suite, c'est n moins 2 divisé par 2, n, moins la limite qui est égale à 1,5. Et nous faisons une petite manipulation. Donc, trouvons les dénominateurs communs qui est égal à 2n. Et nous trouvons les numérateurs. Et finalement, on va 2n et n seront éliminés. Et nous prenons, parce que ça en valeur absolue, on va prendre en fait, on va trouver 2 sur 2n qui n'est rien d'autre que 1 sur n. Maintenant, c'est cette distance ici, la valeur absolue de la différence entre la suite et la limite, qui doit être inférieure à epsilon.
Et epsilon doit être un choix, ou dans un exercice, on doit vous donner epsilon en fait, pour que vous puissiez être en mesure d'obtenir n de epsilon. C'est la raison pour laquelle les nombres n dépendent de epsilon. Il faut qu'on vous donne la valeur d'epsilon ou que vous puissiez déterminer la valeur d'epsilon pour identifier la limite. Ainsi, en résolvant cette 1 demi, 1 sur n inférieur à epsilon, en résolvant cela, nous trouvons que les nombres n de epsilon est égal à 1 sur epsilon. Si nous déterminons que epsilon est égal à 0,001, en fait, n d'epsilon est égal à 1000. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que à partir de tous les termes supérieurs à 1000, ok, la valeur des termes de la suite sont dans les valeurs des termes de la suite sont dans une distance inférieure à 0,01. Parce que notre critère de convergence que nous avons suivi, c'est 0,001. Au-delà des 1000 termes, tous les termes sont inférieurs à 0,001 de la limite. Alors, parlons des critères de convergence. Alors, il faut retenir ceci, qu'une suite monotone est toujours convergente. Une suite monotone est toujours convergente. Bien sûr, une suite monotone peut être décroissante ou croissante. Mais en ce qui concerne les autres suites, on dira qu'une suite Xn est convergente si, pour tout n d'epsilon, dès que la distance entre un et um est inférieure à epsilon, pour les indices m et n, plus grand que epsilon. Donc, on dira que la suite est convergente si, pour un nombre epsilon, il existe en fait cette égalité et cette inégalité plutôt est satisfaite pour des indices m et n. Et ces genres des convergences ou ces genres de séries qui sont convergentes sur cette condition sont appelées les suites de Cauchy. Passons maintenant aux propriétés des suites. Ce sont des éléments mathématiques qui ont des propriétés. Alors, la première propriété dit ceci. Si vous avez deux suites convergentes, ok, alors la distance entre les deux suites est égale à la distance entre les limites des deux suites. Donc, ce que ça veut dire, si deux suites sont convergentes, alors la distance entre les deux suites lorsque n tend vers l'infini est égale à la distance entre les deux suites, entre les deux limites des suites. Et aussi, deuxième propriété, pour des suites convergentes, si chaque terme de x, de la suite x, est inférieur ou égal au terme correspondant de la suite y, alors la limite x de la suite xn est inférieure aussi inférieure ou égale à la limite de la suite y. C'est ce que ça veut dire. Troisième propriété. La limite étant donné deux suites convergentes, alors la somme des suites est égale à la somme de leurs limites lorsque n tend vers l'infini. Okay? Quatrième propriété, la limite d'une suite convergente, si elle existe, est unique. Alors, parce que nous parlons des limites, parlons d'un point limite. Là, on vient vraiment dans un ensemble. Le point limite. Donc, on considère d'abord une suite xn dans l'espace métrique, bien sûr, équipée d'une mesure, d'une métrique ρ, qui est la distance. Alors, on dira que L appartenant à l'espace métrique est un point limite de la suite si, okay, étant donné un nombre petit, un nombre positif epsilon arbitrairement petit et un nombre n supérieur à 0, il existe un nombre n, okay, supérieur à un nombre n majuscule tel que la distance entre la limite et tous les autres termes indice n
est inférieur à epsilon. C'est juste une façon de redire la même chose concernant la limite. OK? Alors, propriété de point limite, il faut retenir que tout ensemble fini de points dans l'intervalle fermé a au moins un point limite. Et ça, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Et aussi que toute suite de points dans un intervalle fermé a aussi au moins un point limite. Alors, voici une liste de quelques suites convergentes ainsi que leurs valeurs limites. Vous avez ici pratiquement 8 suites, par exemple. Il y a une suite très intéressante ici. Hein, la suite 1 plus 1 sur n exposant epsilon. Nous avons vu ça dans ces cours. Non, peut-être, en fait, on va voir peut-être cette fonction. C'est la fonction qui détermine les nombres e. Donc, la limite de cette suite de nombres est en fait les nombres exponentiels. Alors, parlons des ensembles fermés. Avant, tout à l'heure, j'avais parlé des ensembles ouverts et j'avais dit qu'on allait parler des ensembles fermés dans la suite. Alors, un ensemble A dans l'espace métrique est dit fermé s'il contient tous ses points limites. Vous voyez, comprenez qu'il faut maîtriser d'abord la notion de point limite pour bien comprendre la notion de point fermé. Donc, un ensemble A dans l'espace métrique M est fermé s'il contient tous ses points limites, c'est-à-dire que si vous avez Xn, une suite qui converge vers X, alors X appartiendra à A si pour tout X N, non, en fait, appartiendra à A, la limite de la suite appartient à N. Ici, il y a un petit peu de confusion dans la notation. Donc, tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous avez une suite dans R, plutôt une suite dans A, et que cette suite est convergente, donc la limite de cette suite-là doit aussi être un élément de A. Remarque, un ensemble fermé contient tous les points de la borne, ok, tandis qu'un ensemble ouvert n'en contient pas. Donc, on a manqué d'écrire ouvert ici. Ça, c'est pour la différence entre faire la différence entre l'ensemble ouvert et l'ensemble fermé. L'ensemble fermé contient tous les points de sa borne, alors que l'ensemble ouvert ne contient pas les points de la borne. Propriété, une boule fermée est un ensemble fermé. Ça, c'est un. Et les compléments d'un ensemble fermé, c'est un ensemble ouvert. Par conséquent, les compléments d'un ensemble ouvert, c'est un ensemble fermé. Troisième propriété, si F est un ensemble fermé et borné d'en haut, et que Xi est le suprême de F, alors Xi appartient à F. Quatrième propriété, l'union de toute collection finie d'ensembles fermés et l'intersection de toute collection d'ensembles fermés sont elles-mêmes fermées. En d'autres termes, si nous avons une collection d'ensembles AI, ok, l'intersection est ouverte et l'union est ouverte et l'intersection est fermée. Ok, alors regardez ici. Ok, voilà. Retenez ce qui est dans les conditions. L'union est ouverte et l'intersection est fermée. Alors parlons du dernier concept de ce chapitre, c'est ce qu'on appelle les ensembles convexes. Alors, à la base de la définition d'ensemble convexe se trouve la notion de combinaison convexe. Comment définissons-nous cela? Dans un ensemble A, supposons que nous avons deux points A et B qui sont des éléments de A. La combinaison convexe est définie de la manière suivante. C est égal à lambda A, excusez-moi, j'ai oublié A ici, est égal à lambda 1A plus lambda 2B. Ou alors on peut écrire la combinaison de la manière suivante. C est égal à lambda A plus 1 moins lambda B. Où en fait lambda est inférieur à 1. C'est compris entre 0 et 1. Et la somme de tous les lambda est égale à 1. Et ces lambda sont appelés les coefficients de pondération. Donc, on peut ainsi dire que
on peut définir un ensemble convexe comme étant un ensemble dont, pour lequel, pour tout x et y appartenant à cet ensemble-là, et un scalaire lambda compris entre 0 et 1, nous avons la somme, la combinaison convexe de x et y appartiennent à l'ensemble A. Je me réponds. Un ensemble A est dit convexe si, étant donné deux points x et y dans A, la combinaison convexe de ces deux points est aussi un élément de A. Remarquez ici l'illustration. Nous avons l'ensemble A et B. L'ensemble A est convexe. Pourquoi? Parce que toute combinaison, tout segment qui relie deux points dans A, comme les points X et Y, appartient aussi à l'ensemble A. Mais cependant, l'ensemble B n'est pas convexe parce qu'une partie du segment qui relie X et Y ne fait pas partie de l'ensemble B. En fait, la combinaison convexe des deux points n'est rien d'autre que les segments de droite qui relient ces points-là dans le plan. Alors voilà, on a fini ces chapitres sur les espaces métriques. Je vous invite à souscrire sur la page, la chaîne YouTube BEE Bureau for Economic Expertise ou Bureau d'expertise économique. Allez-y sur la page et cliquez sur subscribe pour souscrire et souscrivez aussi aux alertes de telle sorte que vous puissiez avoir toutes les vidéos qui seront postées là pour vous. Merci pour avoir suivi cette séance des mathématiques et je vous retrouverai la prochaine fois. N'hésitez pas à déposer vos questions et je reviendrai à vous avec les réponses les plus tôt que possible. Au revoir.